À présent, fidèles téléspectateurs de l'émission 100% Info, nous passons à la phase entretien. Le docteur Pierre Claver Milogo est notre invité. Il est docteur en droit public et chercheur au Centre national de la recherche scientifique et technologique à l'Institut des sciences des sociétés. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, vous avez mené une étude sur la réforme de la justice au Burkina. Dans l'ouvrage, vous faites une sorte d'état des lieux de la justice avant et après la transition de 2015. Transition qui, selon vous, a donné un grand coup d'accélérateur à ce processus. Justement, selon les recherches qui ont été présentées, les résultats obtenus, quelles sont les grandes étapes de cette réforme de la justice ? Oui, effectivement, depuis 2015, il y a eu un certain nombre de réformes importantes qui ont été mises en œuvre dans le secteur de la justice au Burkina. Et sur les deux grandes périodes de l'histoire du pays concernant cette étude, il y a une première période qui concerne avant la transition de 2015, c'est-à-dire jusqu'à la fin du régime de Blaise Compaoré, fin 2014, où le pays a accumulé un certain nombre de passifs judiciaires non épurés jusqu'à ce jour, et puis certains problèmes au niveau de la justice. Et puis on a la seconde période qui commence à partir de la transition de 2015 jusqu'à nos jours, et qui est marquée par un certain renouveau de la justice et une volonté en tout cas de réformer la justice dans le sens de la modernisation. Maintenant, les principaux aspects qui ont été réformés, d'abord le premier point très important concerne l'indépendance de la magistrature. Sur ce point-là, il y a eu deux réformes importantes. La première réforme porte sur la déconnexion entre l'exécutif et puis le Conseil supérieur de la magistrature. Ces aspects-là ont été réformés dans la loi de 2015 votée par le Conseil national de la transition. Et aussi, il y a eu des aspects concernant le fonctionnement même du Conseil supérieur de la magistrature, l'instance disciplinaire, et l'instance plénière. Il y a eu des modifications à ce niveau. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point concerne le statut des magistrats, concernant les traitements et puis les indemnités, les avantages qui sont accordés aux magistrats. Il y a eu des réformes aussi depuis 2015 dans le sens d'un traitement plus avantageux. Et puis aussi, il y a des problèmes organisationnels et des problèmes matériels, financiers, il y a la lutte contre l'impunité, la corruption, le respect des droits humains. Bref, vous voyez que le chantier est immense. Alors, est-ce qu'on peut considérer justement que ce processus est abouti ? Non, aujourd'hui, le processus n'est pas abouti. On peut dire que le processus est en cours. Le processus est en cours, mais il y a des aspects qui ont déjà été mis en œuvre. On sait par exemple que sur ce que je viens de dire, sur l'indépendance de la magistrature, il y a des réformes qui ont déjà été mises en œuvre. On sait aussi qu'il y a des réformes aussi qui sont en cours, mais les défis restent nombreux. Je pense notamment que les grands défis à relever aujourd'hui par la justice burkinabé, ça concerne d'abord l'accès égal et équitable à la justice pour tous. On a un ratio aujourd'hui de 2,5 magistrats pour 100 000 habitants. Les normes sont fixées à 10 magistrats pour 100 000 habitants, donc nous sommes loin du compte. Quand on prend par exemple les GSP aussi, on a 5,7 GSP pour 100 000 habitants. Et là aussi, la norme est beaucoup plus élevée. Donc, sur ces aspects-là, par exemple, il y a des progrès très importants qu'il faudra faire. Il y a aussi la lutte contre l'impunité et la lutte contre la corruption. Vous voyez que ces derniers temps, il y a des magistrats qui ont été cités dans les dossiers judiciaires. Donc, vous voyez qu'il y a des progrès aussi à faire à ce niveau-là. Et puis aussi, les problèmes organisationnels, les problèmes matériels, les problèmes de logistique. Le budget du ministère de la Justice va en crescendo, c'est-à-dire augmente d'année en année. Mais on sait que jusque-là, ce n'est pas encore suffisant pour que ce ministère-là soit autonome et puisse fonctionner et satisfaire toutes les demandes. Je prends par exemple un simple exemple concernant par exemple l'informatisation des fichiers des casiers judiciaires et puis des certificats de nationalité. C'est un projet du ministère de la Justice qui est en cours actuellement et qui n'est pas encore achevé. Et ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, si ces fichiers-là étaient informatisés, ça faciliterait beaucoup le travail des magistrats. Alors, on parle beaucoup d'indépendance de la justice. Pour beaucoup, on est toujours dans un leurre. Et l'exemple qui revient de plus en plus, c'est le cas Blaise Compaoré, qui est sous un mandat de dépôt, qui a été condamné par la justice burkinabé, qui est rentré, mais la décision n'a pas pu être exécutée. Est-ce que réellement on peut parler d'indépendance de la justice ? Non, dans ce cas, on ne peut pas parler d'indépendance de la justice, mais il y a un certain nombre de raisons qui ont été avancées par le régime de la transition de 2022.
à savoir que c'est la raison d'État et qu'il fallait privilégier la réconciliation nationale et l'intérêt supérieur du pays au détriment de l'application des décisions de justice. Bien que ce soit un argument contestable parce que, bien sûr, la justice normalement est indépendante et l'exécutif ne doit pas se mêler du fonctionnement de la justice parce qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs dans l'État qui fait que les autorités exécutives ne peuvent pas se mêler des décisions de justice et de leur application. Mais bon, ils ont expliqué que c'est un cas de raison d'État et qu'il fallait privilégier la réconciliation nationale et qu'ils ne s'opposeraient pas en tout cas à l'application des verdicts qui ont été décidés par la justice dans le cadre de ce procès Compaoré et Thomas Sankara. Alors, mais l'immixtion du politique dans la justice est toujours une réalité sous nos tropiques. Oui, malheureusement, c'est une réalité. Et moi, je pense que pour mettre fin à cette situation, il faut créer des contre-pouvoirs forts. Vous voyez, par exemple, dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, je prends le cas, par exemple, du Royaume-Uni ou même des États-Unis. Prenons le cas des États-Unis. Il existe des contre-pouvoirs forts. Vous, par exemple, les médias, la presse, vous êtes un contre-pouvoir. Et normalement, vous devez pouvoir faire contrepoids au pouvoir de l'exécutif. Lorsque l'exécutif veut se mêler, par exemple, du fonctionnement de la justice ou du fonctionnement du Parlement. Vous avez aussi d'autres contre-pouvoirs. La société civile ou les ONG de défense des droits de l'homme dans les différents États sont des contre-pouvoirs et peuvent faire face également au pouvoir exécutif. Mais malheureusement, dans nos pays, ces contre-pouvoirs sont faibles et ne peuvent pas justement jouer efficacement leur rôle. C'est ce qui explique qu'on a un exécutif surpuissant et qui peuvent justement influencer le fonctionnement de la justice, comme on le constate actuellement. Alors, vous l'avez dit, les défis sont toujours immenses pour ce secteur. Donc c'est un long processus, mais comme ce que j'ai dit, la garantie c'est que la population est attachée à l'aboutissement de ces dossiers. Sur les dossiers de lutte contre la corruption, de lutte contre l'impunité, de l'indépendance de la justice, de l'accès équitable et égal à la justice pour tous, de respect des droits humains dans les procédures judiciaires, les défis sont encore là, donc le chantier est encore immense. On n'oublie pas cette situation sécuritaire qui est assez difficile, qui impacte largement ce secteur de la justice. Exactement. Et on peut prendre aussi l'exemple de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Concernant par exemple la délivrance des casiers judiciaires ou des certificats de nationalité burkinabé, on sait qu'il y a des localités qui sont sous blocus sécuritaire et donc les palais de justice par exemple ne fonctionnent pas. Les populations sur place ne peuvent pas avoir accès à ces documents de base. Par exemple, un casier judiciaire, il faudrait se déplacer à plusieurs kilomètres de chez vous pour pouvoir avoir accès à un de ces documents-là. Tout simplement parce que dans votre localité, le palais de justice est fermé, ne fonctionne plus, parce que les services de l'État ne sont plus présents. Alors pour vous, donc, est-ce qu'il faut qu'on reparte encore vers une nouvelle assise du secteur de la justice pour revenir sur ces différents défis et essayer d'apporter des solutions idoines? Moi, je pense que quand on fait l'étude, on se rend compte que les États généraux de la justice de 1998 et la Commission nationale pour la réconciliation et des réformes qui s'est tenue en 2015 ont vraiment posé les jalons, ont donné tous les outils, les rudiments qu'il faut pour réformer le système judiciaire. Donc, les autorités en place ont ce qu'il faut pour pouvoir réformer le système et donner... mettre en place en fait un nouveau système judiciaire auquel les populations auront confiance et qui pourra répondre aux aspirations de la société burkinabé. Pour moi, la balle est dans le camp des autorités qui doivent mettre en œuvre le processus de réforme jusqu'à leur terme et en ce moment-là, on aura un système judiciaire de nouveau performant. Donc la responsabilité aujourd'hui est dans le camp des gouvernants. Tous les travaux qui ont eu lieu, que ce soit les États généraux de la justice ou la Commission nationale des réformes et de la réconciliation, ont donné un diagnostic très clair et puis des pistes de solutions très claires aussi qu'il faut suivre pour pouvoir résoudre les différents problèmes qui se posent. Alors, nous parlons toujours justice, justement, avec ces différents dossiers que l'on croyait ne jamais pouvoir être jugés au Burkina, qui l'ont été. On a évoqué le cas Thomas Sankara. Il y a aussi le cas d'Abouboukari récemment. Tout ça, c'est à mettre à l'actif, justement, de cette justice indépendante burkinabé. Oui, c'est à l'actif de la justice et ça montre que les choses sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger dans le système judiciaire burkinabé, sous la pression de la population ou pas. Parce qu'il y a certains qui disent que
les régimes qui se sont succédés, que ce soit Roch Kaboré ou le régime de la transition de 2022, ont mis en œuvre ces réformes-là malgré leur volonté et que c'était sous la pression des OSC et de la population. Mais ce qui est sûr, on peut constater qu'il y a des avancées. Voilà, sous les anciens régimes, ces dossiers-là n'ont pas été jugés. Aujourd'hui, il y a eu des verdicts qui ont été prononcés et les familles des victimes semblent satisfaites, en tout cas, quand on les écoute, des sanctions qui ont été prononcées, même si maintenant se pose la question de leur application qu'il faudra suivre également. Donc, il y a des avancées incontestables qui sont notées. Il faut souhaiter que ça se poursuive sur cette voie-là pour que le processus de réforme puisse aboutir. Une dernière question, il n'y a pas que mettre les moyens techniques ou financiers à la disposition des magistrats, il faut également que ces derniers assument les responsabilités qui sont les leurs. Oui, exactement. Il faut que les magistrats acceptent d'assumer leurs responsabilités et aussi refusent de se livrer à des pratiques telles que, par exemple, la corruption. Je disais que ces derniers temps, on a vu que certains magistrats étaient cités dans des dossiers de corruption. Donc, il faudrait qu'à leur niveau également, il y ait un respect strict du code d'éthique et de déontologie qui a été recommandé aussi par la Commission nationale de la réconciliation et des réformes, par exemple, en 2015, qui a recommandé qu'il faut mettre en place un code d'éthique et de déontologie qui serait obligatoire pour les magistrats et que ceux qui se rendraient fautifs par rapport au respect de ce code-là puissent être sanctionnés de manière exemplaire. Je pense que la commission de discipline du Conseil supérieur de la magistrature a été réformée depuis 2015 et fonctionne à peu près maintenant de manière satisfaisante sur ce point-là. Alors, merci, Dr Pierre Claver Milogo, pour ces différents éclaircissements sur l'étude que vous avez menée concernant la réforme de la justice au Burkina. Je vous en prie. Téléspectateurs de Burkina Info, c'est ainsi que prend fin cet entretien qui marque également la fin de votre émission 100% Info de ce dimanche. Merci pour votre attention.